Alors ça, c'est très récent, effectivement. Maintenant, l'époux peut tout à fait porter le nom de sa femme, au même titre que maintenant les enfants peuvent également prendre le nom de leur maman. Quand je me suis mariée, je me suis posé la question de savoir sous quel nom j'allais exercer ma profession. Après, la réalité, c'est que j'ai envie de porter le même nom que mes enfants et que si demain, Dieu m'en préserve et je venais à me séparer de mon mari, je pense que je garderai le nom de mes enfants parce que c'est très important pour moi. Mais ça n'a jamais été une contrainte. Soukou, Mangando, Île-de-France, Le Borgne, Brar, Mazuel, Belachmu, Nafikan, Damien Millet. Maro, Yanou. Le patronyme est un des éléments majeurs de notre identité. Et il se trouve que nous en sommes tous pourvus, où que nous soyons et qui que nous soyons. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sur ma route, ce podcast dans lequel, avec vous, nous abordons la question et le sujet du patronyme du nom de famille. Anne-Sophie Mazuel, que j'ai reçue dans un des épisodes, estime que le nom de famille est la représentation sociale d'un groupe humain. Pour moi, un nom nous identifie. Il porte un sens, détient une origine forcément, revêt une signification, mais surtout, il raconte une histoire. Et c'est précisément cette histoire qu'à travers la bouche de mes invités sur ce plateau, dans ce podcast, nous allons essayer de raconter. Mais attention, l'exercice n'est pas anodin pour autant, parce que parler de son nom, ça revient tout de même à se livrer une part de soi, à se raconter. Pour autant, il l'accepte avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, et l'une d'entre elles, en tout cas celle que j'ai en face de moi aujourd'hui, c'est Vanessa Edberg. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour à tous, merci à vous de m'avoir invité. Ce podcast qui parle du nom de famille. Avant de parler de votre nom, on va peut-être parler de qui vous êtes, ce que vous faites. Je sais de vous que vous êtes avocate spécialisée dans le droit des étrangers, mais quoi de plus ? Alors, j'ai plusieurs casquettes, c'est vrai. La principale, oui, effectivement, je suis avocate, j'exerce la profession d'avocat depuis 10 ans. Je suis maman, qui n'est pas une de mes moindres casquettes. Absolument pas. 3 enfants, dont une petite fille depuis 4 mois seulement. Félicitations. Je suis adjointe au maire à la mairie du 16e. Je m'occupe des questions de sécurité routière, voirie et transport. D'accord. Et une autre casquette qui n'est pas moindre dans ma vie, je suis cavalière. D'accord. Ouais. Ouh là là. Alors, on a du sport, on a de la politique, on a du juridique, et en plus, on a du maternel. Tout à fait. 4 casquettes qui ont forcément des liens les uns avec les autres. Enfin, les unes avec de les les autres. lier au maximum, en tout cas. Tout ça est géré parfaitement. Je préfère penser ça. Alors, vous vous appelez Vanessa Edberg. Donc, votre patronyme, aujourd'hui, en tout cas celui à travers lequel vous exercez et celui que vous portez, c'est bien Edberg. Tout à fait. Comment vous en êtes venu à porter ce nom ? Alors, Edberg, c'est le nom de mon mari. Donc, je suis mariée maintenant depuis 8 ans. J'ai décidé d'exercer sous le nom Edberg seulement depuis quelques années, D'accord. car j'ai perdu mon beau-père, le père de mon mari, qui est parti d'une longue maladie, qui exerçait la profession d'avocat. C'était un homme pour qui j'avais beaucoup d'admiration pour ses capacités intellectuelles, pour sa culture, pour sa vivacité d'esprit. Et j'ai voulu continuer à exercer mon métier sous son nom pour pouvoir un petit peu perpétrer Son nom est... au barreau de Paris. Oui, bon, c'est un nom qui vous a été transmis par le lien du mariage, à travers votre mari évidemment, que lui détenait à son tour de son père. Tout à fait. Est-ce que vous avez une idée de la signification de ce nom ? Alors oui, Edberg, c'est suédois. Ça veut dire petite montagne. Mon mari n'est pas suédois pour autant, mais la signification, c'est petite montagne. Et souvent, chez les juifs ashkénazes, qui est le cas du papa de mon mari, il voyageait beaucoup. Il ne restait pas souvent dans le même pays et on prenait le nom de l'endroit où on habitait. Et Edberg, ça veut dire la petite montagne. Donc j'imagine qu'ils ont vécu près d'une petite montagne fut un temps. Ce que moi j'appelle la topopatronymy, on vérifiera, ou alors ça rentrera dans le Larousse, et je serai très, très heureux que ce soit le cas. Mais quel était le nom que vous portiez avant, ou plus simplement votre nom de jeune fille ? Je portais le nom de mon père qui est Bardèche. D'accord. Et une idée de la signification de ce nom-là aussi ? Alors, pas du tout, surtout que je n'ai aucune famille du côté de mon père. D'accord. Je sais juste que mon père est né à Paris, qu'il a grandi en Corrèze pendant la guerre. Son père a été déporté en 1939. J'ai moi-même essayé de faire beaucoup de recherches pour essayer de connaître les raisons de cette déportation et justement essayer de lui retrouver de la famille et connaître ses origines. Malheureusement, j'ai beaucoup de mal à trouver des relatives, comment dire, voilà, des gens de sa famille. Et non, je ne sais absolument pas d'où ça vient et ce que ça veut dire.
Après, je me suis livrée au test 23andMe. D'accord. C'est comme MyHeritage pour savoir un petit peu quelles pouvaient être mes origines. Et ça vient de partout, Espagne, Italie, Europe de l'Est, un petit peu partout. D'accord, donc vous êtes une citoyenne du monde finalement, Exactement. originaire de tous des quatre coins du monde. Alors, je sais quand je vous ai contacté pour ce podcast, que vous avez accepté d'ailleurs avec beaucoup de simplicité, beaucoup de facilité, merci beaucoup, vous m'avez également évoqué le nom de votre mère. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui vient faire dans toute cette histoire de nom? Alors, le nom de ma mère, c'est Laïc, qui initialement était El Haïk, D'accord. qui a priori veut dire le voile. Ok. Ma mère est d'Afrique du Nord, née au Maroc, pied noir d'Algérie. Ce sont des juifs pieds noirs d'Algérie. D'accord. Et donc elle portait ce nom, El Haïk, qui a été transformé quand ils sont venus en France, laïque, car les pieds noirs d'Algérie se veulent plus français que les Français. Voilà, donc ils ont francisé leur nom pour pouvoir mieux s'intégrer, s'adapter, j'imagine. Ce qu'ils ont réussi parce que leur fille est avocate aujourd'hui. Tout à fait, et c'est grâce à ma mère. Très bien. En tout cas, on lui rend un hommage à travers ce podcast et à travers cette évocation que vous faites de son nom. Alors, finalement, il y a le nom de votre mère, votre nom, le nom de votre père et votre nom d'épouse. Là, avant de questionner l'avocate que vous êtes, je vais quand même questionner la femme que vous êtes. Qu'est-ce que ça représente pour vous de porter un nom d'épouse? Alors, évidemment, quand je me suis mariée, je me suis posé la question de savoir sous quel nom j'allais exercer ma profession. Après, la réalité, c'est que j'ai envie de porter le même nom que mes enfants. Et que si demain, Dieu m'en préserve, et je venais à me séparer de mon mari, je pense que je garderai le nom de mes enfants, parce que c'est très important pour moi. Mais ça n'a jamais été une contrainte. J'étais très heureuse de pouvoir porter ce nom, très fière de pouvoir porter ce nom. Voilà, donc je le vis bien et sans contrainte. Là, c'est la femme qui a parlé, évidemment. D'un point de vue juridique, que dit le législateur justement par rapport à la transmission du nom d'épouse aujourd'hui? Parce que j'ai vu sur certains documents qu'il y avait aussi la possibilité que l'époux Tout à fait. puisse porter le nom de son épouse. Et je rajoute à ça le cas des mariages, mariages homosexuels, c'est ça, tout à fait, des mariages homosexuels. Comment ça se passe et que dit précisément le législateur sur le sujet? Alors ça, c'est très récent, effectivement. Maintenant, l'époux peut tout à fait porter le nom de sa femme, au même titre que maintenant les enfants peuvent également prendre le nom de leur maman. Voilà, j'imagine que le législateur a travaillé à l'égalité des sexes et ça a été une des réformes qui a permis un petit peu de pouvoir remettre les choses tout à fait d'équerre. En sachant qu'il y a aussi la possibilité pour les enfants de choisir d'opter pour les deux noms. Tout à fait. Ou bien que pour le nom de sa mère. Et je vous la pose justement la question. Pourquoi avoir choisi non pas une association de votre patronyme et celui de votre mari, mais plutôt uniquement de porter le nom de votre mari? Parce que j'imagine que je dois être un petit peu à la vieille école et que je ne me suis jamais vraiment posé la question. Mon mari a perdu ses 2 parents. Moi, j'ai encore la chance d'avoir mes parents, une grande famille. Donc du coup, je trouvais ça sympa pour lui de pouvoir faire en sorte que son nom de famille perdure, tout simplement. Revenons du coup sur le nom Edberg. Est-ce qu'il y a eu un changement dans votre vie ou dans la manière de vous recevoir ou de vous percevoir depuis que vous portez ce nom-là, depuis que vous êtes passé de votre patronyme original ou originel à ce nom d'épouse finalement, qui, je le rappelle, est aussi un hommage à votre votre beau-père? Tout à fait. Alors, pour être sincère, j'ai toujours eu un physique et un nom très contrastés parce que je suis très typée, que je m'appelle Vanessa et que les gens ne savent jamais quelles sont mes origines et d'où je viens. D'ailleurs, même sur les réseaux sociaux, c'est toujours une question qui revient très souvent de savoir quelles sont mes origines. J'évite d'ailleurs d'en parler parce que les origines des gens m'intéressent que très peu parce que finalement, si on creuse entre là où on est né et la réalité de d'où on vient, il peut y avoir une énorme différence. Absolument. Je vous invite à faire le test 23andMe ou MyHeritage, vous verrez bien. Mes plus lointaines origines sont subsahariennes, c'est pour vous dire. On est remonté après en Afrique du Nord pour arriver en Espagne et puis en France après. Alors, pardonnez-moi, répétez-moi la question. L'association des noms. Pourquoi je n'ai pas opté pour l'association des noms? Alors, pendant un temps, j'ai exercé sous le nom Bardesh Edberg. C'était un petit peu compliqué pour mes
clients à retenir. Donc, c'était purement marketing. D'accord. Et encore une fois, il y a toujours eu un contraste entre mon physique et mon nom. Il y en a encore un plus important maintenant, puisque si Bardèche, les gens ne savaient pas trop d'où ça venait, ça sonnait quand même assez français ou espagnol. Mais Edberg, c'est vraiment Europe de l'Est, Europe du Nord. Tout à fait. Donc le contraste était assez intéressant et j'aime beaucoup les contrastes. Voilà. Donc tant mieux. Et j'espère que vous n'avez pas cédé justement en faisant le choix. En même temps, vous le dites, c'est plus un choix marketing. Mais pourquoi, à votre avis, ça intéresse tant que ça, les origines? Pourquoi les gens sont tant curieux de savoir d'où vient cette personne? Parce qu'effectivement, ça peut raconter une histoire, ça peut un petit peu donner des informations sur la façon, comment est-ce que la personne, pourquoi est-ce que la personne exerce cette profession, pourquoi elle l'exerce de cette façon. Moi, je sais que je suis effectivement une juive pied noir du côté de ma mère, que je défends beaucoup d'Algériens qui ont chassé ma famille d'Algérie. Et je trouvais justement, encore une fois, ce contraste intéressant d'une pied noire d'Algérie, d'une juive pied noir d'Algérie, qui vient finalement aider les Algériens à venir en France, parce que je rigole tout le temps avec eux. Je dis, vous avez voulu l'Algérie, vous avez eu l'Algérie. Maintenant, vous voulez venir en France. Donc, je trouvais ça sympa. Pour la petite histoire, je vous disais tout à l'heure que le père de mon père avait été déporté très tôt, en 1939. Oui. On n'a pas su pourquoi jusqu'à très récemment. Il est revenu seulement en 1945, avec complètement mutilé, à 40 kilos. On devait lui amputer une jambe, et c'est une Allemande qui lui a sauvé sa jambe. Donc, ce sont des Allemands qui l'ont... Il a fini à Pithiviers, et de camps de concentration en camps de concentration. Finalement, il est revenu en 1945, donc vraiment à la fin de la guerre, à 40 kilos, et c'est une Allemande qui lui a sauvé sa jambe. Et mon père m'a toujours raconté cette histoire où il a dit chez moi, on ne dira jamais les Boches. Voilà, même si ils lui ont enlevé 7 ans de sa vie, et en plus les 7 premières années de vie de mon père, qu'il n'a connu qu'à ses 7 ans, il a connu son enfant qu'à ses 7 ans. Donc pour moi, c'est vraiment, j'ai grandi dans cette idée de tolérance et de pardon, tout simplement. D'acceptation de l'autre. Exactement, tout à fait, de savoir pardonner et de savoir se mettre à la place des gens, d'essayer de les comprendre, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que ils ont agi comme ça, est-ce que c'est vraiment de leur faute, essayer de voir, moi qui fais de la politique, je pense que souvent finalement c'est de la faute d'une minorité, de ne pas faire d'amalgame, voilà, de véhiculer une image et une idée d'amour, tout simplement. J'ai le sentiment que votre propos-là et votre discours, et surtout votre perception des choses, qui est très belle, en tout cas que moi je trouve très belle, ne fait peut-être pas l'unanimité forcément dans une certaine catégorie. Est-ce que vous faites face à des discussions dans lesquelles vous êtes obligé finalement, compte tenu de vos origines, de votre nom, de ce que vous êtes aujourd'hui finalement, qui est un ensemble de plusieurs origines, un cocktail plutôt digeste, est-ce que par moment vous vous sentez dans l'obligation de défendre surtout votre point de vue au sein d'une certaine catégorie de personnes? Alors en tout cas, parmi ma clientèle, pas du tout. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, les immigrés, les clandestins, qui pour beaucoup sont même... Enfin, mes clients sont à 90% du temps des clandestins. D'accord. Ils n'ont pas du tout ces préjugés, ils n'ont pas du tout grandi là-dedans. C'est vraiment quelque chose qui appartient à la France. Et même, pour être sincère, aux enfants issus de l'immigration, et qui sont nés en France, qui sont français, qui peut-être parfois ne se sentent pas vraiment français en France, ni par exemple algériens en Algérie ou marocains au Maroc. Ils ont cette espèce de crise identitaire que finalement les immigrés n'ont pas du tout. Eux, ils savent d'où ils viennent, ils sont très fiers de leurs origines, mais très contents d'être là, très reconnaissants à la France, etc. etc. Donc... Non, après, dans des débats, effectivement, moi j'ai beaucoup d'amis de droite, moi j'ai plutôt le cœur à gauche, même si économiquement parlant, j'ai aussi des idées à droite. Donc effectivement, souvent je dois batailler pour essayer de faire entendre mes idées, c'est pas toujours facile. Mais voilà, c'est ma petite pierre à l'édifice. Très bien, on est ravis que vous l'apportiez aussi ici, cette pierre. Tout à fait. Puisque vous en parlez, alors moi je reviens très rapidement sur le parcours justement de ces immigrés que vous accompagnez. Il se trouve que la loi française prévoit la possibilité de changer de nom ou de pouvoir le franciser, en tout cas. Comment ça s'est perçu par vous, mais surtout par vos clients qui, pour certains, font face soit à la proposition dans leur parcours de naturalisation, notamment, de changer soit le prénom, soit le nom, et donc de pouvoir le franciser? Alors, pour être tout à fait sincère, je pense que quand ils arrivent, moi j'ai des clients qui arrivent en France en situation irrégulière, c'est-à-dire qui sont venus sans visa. Ils sont encore très donc utopistes. ils n'ont pas de nom?
Ils ont un nom. Oui. Ils ont un nom parce qu'en France, pour pouvoir finir par être finalement régularisé, il faut être d'abord irrégulier pour devenir régulier. Tout à fait. On régularise des gens qui sont arrivés sans visa. Mais effectivement, ils sont encore utopistes et ils n'ont pas du tout cette idée de changer de nom. Personne ne m'a jamais parlé de ça. D'accord. Ceux qui en parlent, effectivement, encore une fois, pardonnez-moi et si vous ne le prenez pas mal, hein, mais c'est vraiment les Français issus de l'immigration qui rencontrent ces difficultés, mais les immigrés, pas du tout. Ils n'ont pas encore du tout conscience que peut-être leur nom leur portera préjudice. Si un jour leur nom leur portera préjudice, mais on a Léa Salamé qui parlait de son nom très récemment et qui disait que justement, finalement, ça avait été sa force. Et je suis assez convaincue qu'un nom issu de la diversité représente au jour d'aujourd'hui une force. Très bien, je suis très content de l'entendre et surtout d'entendre cet avis-là. Alors, on en vient finalement à la question centrale de ce podcast, mais qui est très personnelle aussi pour le coup. Pour vous, c'est quoi un nom de famille ? Alors effectivement, je vous dirais qu'un nom de famille, peut-être ça peut raconter une histoire, mais pas vraiment, parce que moi, mes origines ont montré que finalement le nom de famille est adopté, que ce soit même du côté de mon père. Il y a un lieu-dit qui s'appelle la Bardèche, mais c'est juste parce qu'ils sont passés par là il y a 50 ans. Mais ça peut effectivement donner un indice sur d'où on vient. Mais moi, j'ai parfaitement conscience que finalement, ça ne raconte pas forcément une histoire, ça ne donne pas forcément d'indices très probants sur les origines. Et finalement, effectivement, c'est quelque chose qui nous accompagne, qui peut parfois, oui, nous porter préjudice, surtout sur un CV, vous l'avez dit tout à l'heure, et je rejoins cette idée. Et je comprends tout à fait les gens qui veulent le franciser pour ne plus subir ces attaques morales, hein, finalement. En tout cas en France. En France, oui, bien sûr. En France, surtout d'ailleurs, c'est vrai. Comme je le disais, moi, au lancement et à l'introduction, pour moi, le nom nous identifie. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Alors, je veux entendre votre avis. Non, c'est comme je viens de vous le dire, ça peut donner un indice sur d'où on vient, sur qui on est, mais seulement quelques indices. Il y a souvent une grande différence entre la réalité de d'où on vient et de ce qu'on est et le nom de famille que l'on porte. En fait, le nom de famille, effectivement, finalement, c'est souvent le nom de famille du papa. Et ça n'est pas révélateur de nos origines, de qui on est. Après, dans certaines communautés qui ne se mélangent pas beaucoup, où effectivement, là, ça peut donner une force probante plus importante au nom. Je parlais d'identification simplement parce que c'est l'une des seules manières d'appeler quelqu'un. Alors, on ne va pas dire la femme, on ne va pas dire l'homme, d'ailleurs, c'est très mal vu de le dire. On ne dira pas le grand, le petit, le gros, d'ailleurs, ça, c'est absolument à proscrire. Et donc, le seul moyen, en tout cas la fonction vocative du nom, c'est on identifie la personne à travers son nom. Soit le prénom, soit le nom, en l'occurrence, plus le nom, parce que c'est propre pour le coup. Donc, c'est plutôt pour ça. Là, j'ai envie de vous entendre sur une anecdote, quelle qu'elle soit, drôle, soit dans le milieu professionnel, ou dans vos milieux professionnels divers, sur votre nom. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous revient comme ça, une histoire croustillante, ou un peu drôle, ou sur la prononciation, sur une petite plaisanterie qu'on vous aurait faite? Alors oui, Edberg, c'est pas un nom qui est peu commun, c'est le nom d'un très grand joueur de tennis. Absolument. Stéphane Edberg. Tout à fait. Et souvent, quand j'appelle pour réserver un cours de tennis et que je dis Madame Edberg, ils pensent que je blague. D'accord, Ils me prennent pas au sérieux. Parce que vous faites du tennis en plus de l'équitation. Un petit peu, mes enfants surtout. D'accord, ok. Très bien. Donc oui, c'est plus... Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont imaginer, parce que M. Edberg est quand même d'un certain âge. Ils vont peut-être pas imaginer que vous êtes soit sa fille ou son épouse. Non, mais en tout cas, souvent, quand j'appelle les clubs de tennis pour réserver, ils me disent non, mais sérieusement. C'est très drôle, en effet, que ce soit dans ce sens-là, en tout cas. Alors, si aujourd'hui, je vous donne une baguette magique et je vous dis, je vous propose de changer de nom. Alors, vous m'avez déjà expliqué pour certaines raisons que vous garderiez votre nom, mais dans une hypothèse complètement ou totalement utopiste, si avec une baguette magique, vous pouviez changer de nom, est-ce que vous le changeriez? Non, pas du tout. Fier de votre nom? Je suis très fière de mon nom. Alors, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est au moment du changement, justement, dans toutes vos carrières ou différentes professions que vous exercez, comment ça s'est passé? Comment ça a été perçu, soit par les collègues, soit par vos collaborateurs? Le changement de nom? Le changement de nom, oui. Non, personne ne m'a jamais fait de réflexion. Je pense que ça s'est fait naturellement. Et puis, je me suis mariée il y a quand même 8 ans.
J'exerce depuis 10 ans. D'accord. Donc finalement, je n'ai jamais vraiment beaucoup exercé sous mon nom Bardèche. D'accord. Et effectivement, peut-être mon père m'a une fois posé la question, pourquoi est-ce que tu as changé ? Je lui ai tout simplement dit la vérité, que je serais toujours une Bardèche, mais que j'exercerais sous le nom Edberg. Je lui ai expliqué pourquoi. Et il a compris, au même titre que ma mère s'appelle Bardèche maintenant et qu'elle ne revendique pas le nom de... Son nom de laïque. Exactement. Tout à fait. Et donc, il l'a absolument pas mal pris, votre père, le fait que vous ayez changé. Est-ce que, pour vous, il a été nécessaire de peut-être de l'informer ou parce que c'est quand même... Bien sûr, je l'ai informé. Je lui ai dit pendant un temps, j'ai exercé sous le nom de Bardèche Edberg, que c'était un petit peu compliqué et que du coup, je préférais Vanessa Edberg. En plus, je trouvais ça très joli, tout simplement. Donc, je lui ai dit la vérité. Parfois, jamais mieux que la vérité. Très bien. C'est sur cette belle note, en tout cas, de vérité, de sincérité, d'authenticité et d'originalité qu'on va finir. Moi, je tiens à vous remercier, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation, de vous être livré, d'avoir parlé de vos origines à des centaines de milliers d'inconnus, et surtout à moi, le plus gros inconnu, le plus grand inconnu de ce podcast. Merci à vous. Merci à vous. Je vous laisse peut-être un dernier mot pour clore cet échange sur le patronyme, sur le nom de famille, avant qu'on se quitte. Moi, je considère sincèrement ne pas être mon patronyme. Je considère être juste mes actions quotidiennes. Et c'est par ça que je veux qu'on m'identifie et qu'on me retienne, par mes actions au quotidien. Et c'est ce que j'invite les gens à faire, de persévérer dans leurs bonnes actions au quotidien, dans leur travail, de se montrer déterminés. Et leur nom de famille, personne n'en tiendra compte. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors là, je rappelle que c'est la mère, l'avocate, la femme politique, et surtout la cavalière ou les cuillères, je ne sais pas qui s'est exprimé. Merci à vous et merci à vous d'avoir été présents sur ce podcast. Merci de l'avoir suivi de la première à la dernière minute. On se retrouve sur un prochain épisode avec un nouvel invité. Mais surtout, si vous avez des invités à me proposer, si vous souhaitez voir des personnes ici nous parler de leur nom, le décortiquer, le décrypter, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Merci à vous et rendez-vous au prochain épisode. Patronymie, généalogie, étymologie, topopatronyme, histoire. Bref, on a tous un blaze. Alors viens, on parle du tien. Viens, on se blase.